Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Africa Sport TV, africasport.org, sur nos différentes plateformes sur Africa Sport TV, org, sur YouTube, sur Facebook. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Encore une fois, émission spéciale, rendez-vous de la CAN, comme ça a été le cas en 2021 du côté du Cameroun. Nous allons être avec vous jusqu'au 11 février 2024, en tout cas pour vous faire vivre tout au long de ce mois la Coupe d'Afrique des Nations, la plus grande compétition africaine. Évidemment, nous allons y être, vous mettre au bain de toutes les actualités, des interviews, des débriefs, des analyses avec nos spécialistes, évidemment, et notre envoyé spécial Amidou Kibola Bangoura. Nous serons là, en tout cas, tous les jours à partir de midi pour vous donner bien évidemment les tendances des matchs du jour et aussi se projeter sur les matchs du lendemain. Nous allons être là avec nos invités, bien évidemment. Nous avons mon cher ami Moussa Kamara, du journaliste au groupe Évasion. Bonsoir mon cher ami. Bonsoir et bonsoir à tous. Je suis très ravi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Voilà, c'est un plaisir aussi. Hein, ouais, le plaisir est partagé, franchement. Voilà, parfois c'est compliqué de mettre main sur toi, mais bon. Voilà. C'est pas facile, mais aujourd'hui, ça a été l'opportunité. Mais franchement, merci beaucoup. Très bien. Alors, nous avons notre journaliste maison, notre dame, Madame Hassatouba. Bonsoir, Hassatou. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Ça fait plaisir, hein? C'est la première fois de voir une dame aussi charmante sur ce plateau. Avec vous sûrement. Ah ouais, ben oui, justement, avec moi. Mais j'ai pas dit c'est pas avec moi, avec moi. Le plaisir quand même de partager. Très bien. Et puis nous avons notre expert Boubacar de Bari, ancien secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Bonsoir Monsieur Bari. Bonsoir Monsieur Balde, bonsoir à tous, bonsoir à vos différents chroniqueurs et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne TV Africa Sport. Voilà, ça fait un plaisir encore une fois de vous retrouver. Hein, un plaisir partagé. Voilà. On sait que c'était un peu fatigant quand même hein, de venir à cette heure, mais bon, on est là. C'est un devoir, c'est un devoir. Voilà, très bien. On le fait avec plaisir. Voilà, Monsieur Debari, voilà, avec nous, on va donc parler de la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant donc de se plonger justement pour le match de ce soir entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, au compte donc de ce match d'ouverture, nous allons nous projeter sur l'équipe du Syli national de Guinée, comme vous le savez, qui est arrivée jeudi, au quartier général à Yamoussoukro, justement, quartier de base pour cette équipe du Syli national qui doit jouer son premier match lundi contre l'équipe du Cameroun, les Lions Indomptables. Ça sera bien évidemment à 17h temps universel. Nous allons donc parler de cette équipe du Syli, voir dans quelle mesure, dans quelle situation donc se trouve cette équipe nationale de Guinée. Est-elle prête donc pour affronter cette compétition? Est-ce qu'il y a toujours des blessés? Est-ce que l'équipe est en forme? Kaba Diawara et son effectif, bien évidemment, vont être sur le tarmac. Ça sera le lundi prochain pour disputer cette rencontre, cette première rencontre donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je vais commencer par la dame, et priorité aux dames justement. Alors, Hassatou, vous avez suivi hein, cette équipe du Syli national de Guinée. Est-ce que pour vous, cette équipe elle est prête? Disons, on ne peut pas dire totalement que l'équipe est totalement prête. D'accord. Mais je crois que, vu la situation actuelle là où nous sommes, l'équipe est prête quand même à affronter le Cameroun. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait en off, hein, vous avez beaucoup confiance en cette équipe du Syli. Oui, moi j'ai confiance quand même. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes à l'intérieur, parce que récemment, on a vu, il y a déjà Serhou Guirassy, après le match contre le Nigeria qui a eu un problème avec une blessure. Maintenant, je crois bien que ça commence à aller parce que j'ai vu qu'il s'est entraîné mais en dehors de l'équipe nationale. On croit d'ici quand même le lundi, le jour qu'il faut affronter le Cameroun, ça sera quand même mieux.
j'ai confiance, il y a quand même l'espoir. Il y a l'espoir, justement, même si nous, on n'en a pas encore l'espoir. On va d'abord voir cette équipe du Sili face au Cameroun pour dire quel est l'état de cette équipe nationale. Moussa, c'est une équipe du Sili qui a l'habitude de décevoir dans les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations, même les éliminatoires, beaucoup de difficultés, l'équipe patine, il n'y a pas d'assurance, même si on a gagné contre le Nigeria 2-0, mais ça ne confirme pas justement cette confiance justement placée en cette équipe nationale de Mikini quand même. Oui, la confiance, déjà, on ne va pas tellement se baser sur ce match amical-là, parce que moi je pense qu'après, avant la compétition, il était important de jouer ici plus de matchs amicaux pour voir comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut mettre les systèmes en place avant d'aborder, n'est-ce pas, les matchs de poule. Donc le Sili déjà, pour moi, j'ai très confiance, n'est-ce pas, cette équipe nationale de Sili Guinée pour la première fois. Parce que vu que l'ossature, pour l'instant, lorsque vous regardez l'ossature, il y a quand même de l'harmonie qui règne au sein de l'effectif. Et c'est un élément très important qu'on doit se baser beaucoup. Là, Kaba a cherché à mettre en place une sélection de 25 joueurs. C'était prévu ici à 27 joueurs. Mais si aujourd'hui, l'équipe est partie avec 25 joueurs et déjà commencé aussi les préparatifs du côté de Dubaï pour un stade de 10 jours après un match amical, le résultat est très important. Alors, il faut se fier, il faut, n'est-ce pas, se concentrer sur ce premier match-là, parce que contre le Cameroun, ça ne va pas être très facile. On reviendra sur ce match. On sait que cette sélection de Kaba Diawara, il s'est basé sur beaucoup, n'est-ce pas, de critères. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Kaba Diawara a cherché, n'est-ce pas, à mettre en place un effectif qui va, n'est-ce pas, son image. On parle de Seydou Guirassy, qui est aujourd'hui un attaquant de grande qualité, qui plane sur l'Afrique. Aussi, on parle aussi de Naby Keita Deko. Vu qu'il n'a pas tellement de temps de jouer dans son club, il n'a pas beaucoup joué. On sait que lorsqu'on n'a pas tellement de jus dans les jambes, il est très important de se préparer avant. Donc, ce Sili-là, pour l'instant, moi, je vois ce Sili faire sortir sa tête dans cette poule-là. Parce que contre le Cameroun, il va falloir que la Guinée puisse quand même montrer de quoi elle est capable contre cette formation camerounaise et qui pourra d'ailleurs donner porte-flambeau par rapport à la compétition. Et déjà, il y a le Sénégal, il y a aussi la Gambie. Vous avez parlé des petites équipes. Lorsque la Guinée joue contre les petites équipes, elle ne prend pas ses dispositions par rapport à ces petites équipes-là. Mais c'est contre les grandes équipes, la Guinée se donne à je pense que Moussa, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de petite équipe. Vu déjà cette équipe, bon, entre guillemets, cette équipe de la Gambie qui avait éliminé la Guinée lors de la dernière édition, voilà, personne n'aurait cru. Mais la Gambie, quand même, emmagasine, je vais dire, un capital confiance, justement. C'est vrai qu'il y a eu, l'équipe a eu des difficultés un tout petit peu, mais moi, je pense qu'il faut beaucoup plus se méfier de cette équipe de la Gambie qu'on considère comme une petite équipe, avec un entraîneur, Tom Senfield, qui est là depuis plus de 4 ans maintenant. Il fait un travail extraordinaire. Quand je parle de petite équipe, ça c'est entre parenthèses. Parce que, comme par le passé, la Guinée contre ces équipes-là passe complètement à côté de la plaque. Mais contre les grandes équipes, elle cherche ici à prendre toutes les dispositions pour enfin contrecarrer, pourquoi pas gagner le match ou faire ici match nul. Donc, je ne vais pas mettre cette formation gambienne dans l'oubliette. On sait que des équipes comme ça, là, il faut craindre ces équipes pareilles-là. On a vu, on ne pensait même pas que cette formation gambienne pouvait quand même titiller face à la Guinée, mais ça a été une surprise. La Gambie a tenu tête face à la Guinée. On a vu ce qui s'est passé après. Et ça va être un match de revanche. Croyons que la Guinée, cette fois-ci, pourra quand même faire mieux pour cette édition. Voilà. Oui, monsieur Debary, justement, je ne sais pas si vous avez confiance à cette équipe, c'est que, vu justement les préparatifs, vu la sélection avec 25 joueurs, une sélection contestée par la majeure partie donc, du public sportif guinéen, mais est-ce que selon vous, en tant qu'observateur, administrateur de ce football-là, on peut quand même se dire aujourd'hui qu'on a emmagasiné un capital confiance, vu le match contre le Nigeria, par exemple? Bon, moi je pense qu'il faut se méfier des matchs amicaux où on gagne, parce que ça empêche à l'entraîneur de faire les analyses objectives par rapport à ce qu'il recherche comme contenu dans le jeu. D'accord. Maintenant, avoir confiance à cette équipe ou pas, moi je me dis que c'est relatif, parce que aujourd'hui
Ce qu'il faut saluer, c'est le courage de Kaba à prendre à bras le corps son destin en main, et rester dans sa logique à lui. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il y a eu assez de critiques. L'opinion a été très acerbe vis-à-vis de Kaba parce que les valeurs, les considérations traditionnelles n'ont pas été respectées par endroits. Parce que parfois on arrive à des situations où on tient compte de l'aspiration sociale, parfois on sélectionne des gens qui constituent des joueurs publics plébiscités par le public. Mais lui, il est resté dans une logique, je pense, purement professionnelle. Il a ses arguments et ses critères à lui dans le recrutement des joueurs de cette équipe. Alors, moi, je me dis qu'il est très difficile aujourd'hui de donner une qualification objective au niveau de performance de l'équipe. Bien entendu que le public ne connaît pas bien l'équipe. Et aujourd'hui, Kaba, peut-être que les derniers réglages pour mettre en place l'équipe, c'est après le match amical contre l'Algérie. Mais moi, je me dis que jusque-là, il était en construction avec l'équipe. Alors, ça a été une équipe où des joueurs sont venus, sont partis, sont venus, sont partis jusqu'à la dernière ligne. D'accord. Espérons que ça marche pour lui et que ça marche pour nous tous en Côte d'Ivoire. Et que à partir de là, je pense que le challenge est très énorme pour Kaba. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il a pris son destin en main pour vraiment partir avec. Maintenant, ce qu'il faut retenir, comme vous l'avez déjà souligné aujourd'hui, moi je me dis que du point de vue appréciation externe, aujourd'hui dans cette poule, la Guinée est la dernière équipe. Bien entendu que le Cameroun est une équipe traditionnellement ancrée dans la participation, ils sont très bien outillés dans les matchs de coupe. Le Sénégal aujourd'hui a l'avantage d'être le détenteur de la coupe, donc il a remis le trophée sur la table, donc il a bénéficié beaucoup plus d'accompagnement que la Guinée. Que vous avez, ils ont bonifié les primes. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réglages qui disent qu'ils ont beaucoup d'avantages. Et la Gambie, qui est aujourd'hui une équipe montante. L'avantage que nous avons avec la Gambie, peut-être, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a un collectif qui était là il y a 2 ans, qui a performé, qui est monté. Et si nous disons Gambie par rapport à l'énergie qu'ils ont déployée pour se qualifier, nous allons dire que vraiment la Guinée n'a pas assez de chance. Parce qu'il vous souviendra que la Gambie, elle s'est défaite du Congo-Brazza et sur un fil de rasoir. Alors moi, je me dis que c'est l'une des équipes les plus à craindre dans cette poule. Alors, statistiquement parlant, si nous prenons sur les éléments appréciés que nous avons à disposition, il ne faut pas se tromper, la Guinée est l'équipe outsider de cette poule. Maintenant, c'est le football. D'abord, ce que nous pensons être une faiblesse peut être un avantage, parce qu'aujourd'hui, l'opinion n'a pas assez de connaissances sur l'équipe guinéenne, parce que vous savez, le football est devenu une science. Quand il connaît comment les équipes jouent, il y a des possibilités déjà d'analyser les jeux, de contrer beaucoup de choses. Du fait qu'on ne connaît pas assez sur les dispositifs organisationnels et tactiques de Kaba, on n'a pas assez d'informations sur les joueurs eux-mêmes. Parce que le seul joueur ou les quelques-uns des joueurs qu'on peut apprécier sur leurs performances, c'est les Serhou Guirassy qui aujourd'hui sont dans des championnats IP. Tous les autres sont des joueurs qui jouent dans des petits championnats. Donc il n'y a pas assez de temps pour mettre focus sur eux et analyser leurs capacités, leurs performances. Donc moi je me dis aujourd'hui, ce que les Anglais disent, what and see, attendons de passer les 2 premiers matchs pour vraiment avoir une analyse critique et objective sur cette équipe. Voilà, donc ça sera le lundi prochain contre l'équipe du Cameroun. Et une équipe du Cameroun aussi est amputée de certains de ses joueurs. Mbemo a été donc blessé avant même le départ pour l'Arabie Saoudite où le Cameroun donc s'est préparé. Et hier, voilà, on apprend donc justement sur africasport.org que Vincent Aboubakar, l'attaquant vedette de cette équipe du Cameroun, s'est blessé. Donc voilà, beaucoup de difficultés et il y a même certains médias qui il y a un battage médiatique sur peut-être une convocation éventuelle de Choupo-Moting qui va remplacer bien évidemment Vincent Aboubakar. Voilà, il y a eu beaucoup de quiproquos, beaucoup de problèmes du fait que le joueur du Bayern n'a pas été donc convoqué par Rigobert Song, mais peut-être ça sera son moment justement. Et il
faut le rappeler, en 2017, l'année où le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique, il avait été aussi mis à l'écart. Il n'avait pas participé, malheureusement, et le Cameroun a donc été champion d'Afrique. On va voir ce que cela va donner. L'équipe du Cameroun, Moussa, justement, parce que c'est l'adversaire de la Guinée qui va justement causer beaucoup de problèmes à l'équipe du Sili, justement parce que d'une façon physique, même si Kaba estime que oui, physiquement l'équipe s'est beaucoup améliorée, s'est beaucoup préparée. On fait allusion justement au match contre le Nigeria, qui est aussi une équipe physique. Est-ce que vous avez justement cette intuition de dire que cette équipe du Sili pourra répondre favorablement d'une façon physique? Physiquement, je dirais non, parce que physiquement, cette formation camerounaise, c'est comme par le passé, l'équipe joue toujours avec beaucoup plus, n'est-ce pas, de conditions physiques dans le match. Lorsque l'équipe est dominée tactiquement dans le match, elle impose carrément ici la condition physique pour pouvoir contrecarrer les unités, n'est-ce pas, offensives de son adversaire, mettre, n'est-ce pas, son pied sur le ballon, afin que la possession aussi soit de leur côté. Donc, physiquement, la Guinée ne pourra pas tenir tête à cette formation camerounaise. Moi, je pense que Kaba doit beaucoup s'accentuer sur des joueurs qui sont très techniques, parce que lorsque vous jouez contre cette formation camerounaise, techniquement, cette équipe n'est pas tellement comme ça. Elle n'est pas tellement forte ici en possession de balle. Elle est forte ici sur les contre-attaques. Elle joue d'une façon beaucoup plus physique. Elle utilise beaucoup plus le physique. Le physique par rapport aux autres adversaires. Et elle joue aussi avec des contre-attaques très rapides. Donc, pour enfin contrecarrer le système, n'est-ce pas, camerounais, le coach Kaba Diawara doit se baser sur les jeux très techniques pour enfin contenir la pression de balle, permettre aux joueurs de se démarquer. On ne peut être bon techniquement, mais si physiquement aussi ça ne répond pas, ça devient très compliqué. C'est qu'il faut allier la technique et le physique. Voilà. Lorsque vous prenez individuellement, on ne peut pas quand même comparer un certain Amori Diawara à Angui Bouangassa, je crois bien. Jambo Anguissa. Anguissa c'est pas le même calibre quand même. C'est pas le même calibre. Physiquement, ce joueur-là est très costaud par rapport à Amor Diawara. Aussi, peut-être on peut miser sur Mori Konaté. Par exemple, Mori Konaté qui a fait quand même un bon match contre le Nigeria. Physiquement, il a bien répondu, parce que moi j'ai vu quelques actions. Si Abdoulaye est blessé, diminué pour l'instant. Titulaire. Si c'est lui, je peux dire que oui, il peut répondre. Il peut répondre à ses conditions physiques par rapport aux joueurs camerounais. Mais tous les joueurs camerounais sont des joueurs qui sont très prêts physiquement. Et là, ça va être compliqué pour la Guinée lorsqu'on arrive à imposer ce système-là, pour dire qu'on va jouer avec le physique contre cette formation camerounaise. On ne pourra pas enfin titiller face à cette formation. Je pense que techniquement, on doit jouer avec la technique pour enfin chercher quand même à trouver des solutions face à cette formation camerounaise. Monsieur Barry, justement, on a toujours dit, une équipe ne peut pas quand même le plus souvent gagner d'une façon, c'est-à-dire seulement avec la technicité. Il faut aussi allier avec le physique, c'est très important. Oui, moi je pense que si vous constatez, le concept technique est en train de prendre le bas de l'échelle en termes d'éléments d'appréciation pour retenir un footballeur. Aujourd'hui, si en termes de pourcentage, la technicité n'a que 15%, ou le physique prend 35-40%, en termes de balance d'appréciation, pour dire que comme le football est un sport collectif, la partie physique, elle est très déterminante en tout ce que, parce qu'il faut vraiment carburer sur toute la ligne pendant pratiquement toute la période du jeu. Aujourd'hui, les joueurs physiques et non techniques font beaucoup plus carrière que des joueurs techniques et non physiques. Si vous constatez sur la balance, c'est seulement 10% des joueurs techniques et non physiques qui sont vraiment doués d'une technicité à la Lionel Messi qui s'en sortent. Donc, il est plus commode qu'une équipe soit prête physiquement qu'elle soit prête techniquement. Et il est plus commode qu'une équipe soit prête mentalement qu'elle ne soit prête techniquement. Donc moi je me dis aujourd'hui, c'est tous ces aspects, les aspects physiques et les aspects mentaux, le Cameroun est sur la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit mon frère, Moussa Kamara, mon frère Moussa Kamara aujourd'hui,
le Cameroun joue, si tu prends le dessus sur le plan technique, il impose une cadence physique pour te déséquilibrer et casser les lignes, et tout est fermé. Donc, nous connaissons cela du Cameroun. Donc, c'est très difficile, comme je l'ai dit à l'entame, de donner une chance à la Guinée sur le Cameroun, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas en temps réel quels sont les atouts de cette équipe guinéenne. Justement. Tout ce que nous pourrons souligner, c'est le fait qu'aujourd'hui, Kaba a pris plus de Guinéens binationaux qui, aujourd'hui, ont eu la chance de se former dans les mêmes écoles que les autres. Ça, c'est une chose à apprécier, mais par contre aussi, c'est des joueurs qui ne font pas trop sur l'échiquier européen de premier plan. Alors moi, je me dis que c'est très difficile de donner une appréciation aujourd'hui sur les chances de la Guinée par rapport au Cameroun. Attendons de voir comment l'équipe va se comporter lors du premier match. Là, ça sera contre face au Cameroun. Donc ça va être très difficile. Peut-être après le deuxième match, nous verrons. Et sur ce, le Cameroun, nous savons qu'ils ont une qualité physique qui va être l'atout dans cette coupe. Le Sénégal, ils ont une qualité d'individualité, une qualité athlétique, une qualité mentale et tactique que nous connaissons tous parce que nous voyons tous les joueurs camerounais à l'international et sénégalais à l'inter comment elle évolue. La Gambie, il n'y a pas de grands joueurs, mais nous connaissons de quoi est capable le collectif. Collectivement, cette équipe regroupée fatigue n'importe quelle équipe en Afrique ici. Alors, c'est pour cela ce que je dis, nous sommes dans une poule très difficile. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas se tromper, mais attendons de voir comment est-ce que ces footballeurs que Kaba a sélectionnés et qui ont cette culture européenne encore dans la tête, comment ils vont s'adapter au football africain. Parce que nous sommes en Afrique, nous savons comment le football africain il est parfois différent du football européen. Alors, s'il faut donner une chance à la Guinée par rapport au Cameroun lors de ce premier match, moi je ne dirais pas, elle n'existe pas. D'accord. Je ne sais pas ce que Kaba va mettre en place comme tactique, comment les joueurs vont réagir par rapport à l'instinct. Mais sur le papier, ne pas donner trop de chance parce que tu n'as pas assez d'informations sur l'équipe guinéenne comme ça se doit techniquement. Voilà, donc on verra ce que cela va donner. Madame Ba, c'est compliqué quand même, une équipe qui joue pas d'une façon physique. On a écouté l'expert de Barry justement qui a expliqué d'une façon très compréhensive justement. Vous, l'équipe de Guinée pourra-t-elle répondre physiquement face à cette équipe du Cameroun? Physiquement, je sais qu'ils ne vont pas très bien répondre, mais il va falloir s'armer d'intelligence parce que ce n'est pas une première avec l'équipe camerounaise. Si Kaba Diawara, comme l'a dit M. Barry, on ne sait pas réellement comment il fera le système tactique, tout et tout, nous ne sommes pas au courant, mais sur le papier, nous savons tous que le Cameroun est devant. Mais moi, je pense que si Kaba Diawara arrive à mettre, peut-être il y a de ces joueurs qui n'avaient pas eu la chance de confronter le Cameroun, mais qui ont cette année, qui auront l'opportunité de le faire. Par rapport à Kaba Diawara, lui-même, il peut donner des explications pour mieux confronter l'équipe parce qu'il est déjà au courant de qui sont les Camerounais et de quoi ils sont capables côté physique. Et puis le plus souvent, c'est une équipe qui fatigue le plus souvent son adversaire. Quand il s'agit de lancer les ballons, surtout le début, il doit être intelligent. Il ne faudrait pas, vu que à chaque fois on parle côté physique, on sait qu'on en parle. Mais une fois commencé le match et qu'on arrive à dire il faut forcément contrecarrer le physique, tout et tout, on risque de se fatiguer avant même qu'on ne commence. Justement. Et là, en seconde période, c'est là que les Camerounais, le plus souvent, foncent pour fatiguer son adversaire. C'est là qu'il tente de marquer. Moi, je dis il faut forcément s'armer d'intelligence. Sinon, ça sera un chaos pour eux. Bien, voilà, justement, même si on sait quand même que le plus souvent, les joueurs qui jouent dans les grands championnats sont vraiment physiques, ceux qui sont titulaires. Je ne parle pas des joueurs qui jouent des bouts de match. Voilà, parce que quand vous regardez les 25 joueurs que Kaba a sélectionnés, pratiquement, il n'y a pas de... Vous allez prendre les 85%, M. Barry, vous vous rendrez compte que ce sont des joueurs qui jouent des bouts de match, qui ne sont pas carrément titulaires. Est-ce que cela aussi ne pourra pas impacter un peu les performances de cette équipe du Sili? Oui, c'est justement à ce niveau. Moi, je dis que
notre chance est très minime, parce que c'est ça, on ne connaît pas bien les joueurs, nous savons sur les informations disponibles sur les joueurs, ils n'ont pas le temps requis de compétition dans les armes pour vraiment faire face à une équipe de Cameroun. C'est vrai que la science dit que le côté physique peut être contré en matière de football. Nous avons vu une équipe japonaise qui est très petite, n'est pas physique, mais qui va très vite. Très vite, La vivacité, c'est un outil de contournement de la partie physique du football. Mais ni l'un ni l'autre, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la culture du football guinéen, c'est une culture qui repose sur la vivacité, sur la rapidité, on ne peut pas le dire. Aujourd'hui, moi, je me disais que si vous constatez, un Cameroun a eu tout le temps des difficultés avec des équipes comme la Zambie. Elle aura aussi plus de difficultés avec des équipes comme la Gambie. Parce que ça, c'est des équipes qui jouent sur la vivacité. Le collectif, mais dans la vivacité. Alors, ni l'un ni l'autre ne se trouve avec la Guinée. Moi, je me dis aujourd'hui, attendons de voir. On ne peut pas être pessimiste jusqu'à un certain niveau pour son peuple. Mais aujourd'hui, c'est seulement les 2 premiers matchs qui nous feront comprendre si la Guinée aura vraiment des chances à aller loin ou pas. Mais je n'y crois pas parce que vous avez souligné un aspect très important. On ne peut pas être performant dans une coupe d'Afrique. C'est en club qu'on devient performant. Si on n'a que de bout de temps en club et qu'on ne peut pas venir reproduire ça et en coupe d'Afrique, c'est match après match tous les 72 heures. Et puis des matchs de quel niveau? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il y a un marabout qui a professé que la Guinée va prendre la coupe. Donc, attendons de voir. Vraiment, ça sera notre souhait à nous tous que la coupe vienne. Mais moi, scientifiquement, techniquement analysé, moi, je me dis que, et plus on monte au niveau de l'échelle, plus ça devient aussi plus compliqué. Parce que les joueurs en forme reprennent les formes en rentrant dans la compétition. Les joueurs en méforme ils montent en puissance, perdent leur forme en rentrant dans la compétition. Donc, ce qui fait que traditionnellement, vous voyez une équipe guinéenne qui, au bout de 3 matchs, pratiquement n'a plus de jus dans les jambes et qui tout se perd. Moi, je me dis, espérons que la Guinée gagne, parce que c'est notre pays. Mais il nous serait très difficile de faire une analyse scientifique sur ces chances par rapport à ses adversaires qu'il a en face, parce que sur toute la ligne, il y a des éléments qui font que ces équipes-là sont sur nous. D'accord, très bien, on verra tout cela justement à partir de lundi où la Guinée jouera son premier match contre cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il y a aussi un adversaire sérieux, Moussa, ce sera donc la Gambie en lors du deuxième match, une équipe gambienne qui a été déstabilisée à un certain moment avec problème de primes et puis il y a eu une grosse frayeur avec l'avion qui a failli créer des problèmes après le décollage. Et finalement, le pilote s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'oxygène vu la petitesse de l'appareil. Et finalement, le pilote s'est précipité pour rebrousser chemin et l'appareil s'est posé. Et finalement, il y a eu même des joueurs qui se sont évanouis à mi-chemin. Et donc, la Gambie a finalement reçu 15 000 $ par joueur, ça c'est prime de qualification, et puis l'équipe a pris un autre vol pour aller à Yamoussoukro. Donc pour vous, est-ce que cette équipe de la Gambie pourra être dans un bon état d'esprit pour pouvoir affronter justement le Sénégal au compte donc de son premier match aussi, avant de jouer contre la Guinée? Oui, avec l'esprit tranquille, déjà avec cette somme qui a été octroyée à cette formation gambienne. C'est par joueur, c'est pas par joueur. 15 000 $. Donc ça galvanise aussi, ça galvanise aussi, ça permet aux joueurs de se focaliser sur la compétition, de se focaliser sur son premier match contre le Sénégal. Et l'équipe connaît déjà l'historique, n'est-ce pas, de cette formation. Elle sait que le Sénégal est aujourd'hui l'équipe championne d'Afrique. Et là, le coach, certainement avec les joueurs, vont se méfier par rapport, n'est-ce pas, à ce match-là. Et je sais que l'équipe est partie avec un esprit très haut, un esprit tranquille pour enfin aborder ce premier match-là. Et l'équipe gambienne n'est pas une petite équipe. Je le disais à l'entame de mes explications. Et là, cette formation, aujourd'hui, certes, on peut considérer qu'elle ne pourra pas tellement titiller face, n'est-ce pas, au Sénégal, mais avec la volonté du groupe, avec la volonté, n'est-ce pas, du collectif, elle pourra faire beaucoup plus, n'est-ce pas, de qualité contre le Sénégal, parce que comparativement à cette formation sénégalaise qui regroupe des joueurs de talent, qui ont joué, n'est-ce pas, des grands championnats, qui connaissent réellement cette compétition-là, comparativement
à cette formation gambienne par rapport, n'est-ce pas, à des joueurs individuellement pris. Il y a une très grande différence entre ces joueurs. Mais le plus important, l'équipe gambienne, elle a aussi, n'est-ce pas, de l'atout pour enfin se mesurer à cette formation. Elle a quand même l'esprit en tête que toute compétition et toutes les équipes partent dans une compétition pour un objectif. C'est de remporter le trophée. On ne va pas mettre, n'est-ce pas, cette formation gambienne dans les oubliettes pour dire que elle ne peut pas titiller à cette formation championne. Mais on ne peut pas quand même se permettre, puisque cette équipe de la Gambie quand même a fait preuve lors de la dernière édition. Voilà, donc, elle ose maintenant à ces équipes. En fait, ils ont un entraîneur charismatique, Tom Saintfield, qui est là, qui a fait un très bon travail. Et quand vous regardez cette équipe de la Gambie, Monsieur Barry, c'est une équipe justement qui tous les joueurs qui évoluent au sein du senior, de l'équipe senior, ce sont des joueurs qui ont évolué, qui ont respecté l'échelonnement des différentes équipes nationales, puisque ils ont commencé avec les cadets jusqu'au senior. Est-ce que cela aussi ne peut pas amener une complémentarité, une équipe beaucoup plus compétitive aussi, vu que les joueurs déjà ont une idée de chacun de ses partenaires? Oui, c'est justement là c'est ce qu'on appelle le collectif. Si vous constatez que c'est les catégories des équipes nationales qui ont fait la promotion de tous ces footballeurs. Donc, ils sont pratiquement majoritairement sortis maintenant de la Gambie, mais l'équipe était là depuis la catégorie cadette. Ouais. Donc, c'est ça le collectif. C'est pour cela, une fois qu'ils se retrouvent avec 10 ans de cohabitation, 10 ans d'évolution ensemble, chacun sait parfaitement ce que l'autre fait. Alors, c'est ça, en fait, qui est recherché dans une équipe nationale partout. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit pas les autres, mais c'est la même tendance au Sénégal. Aujourd'hui, il est très difficile pour un Sénégalais de revenir dans une équipe si tu n'es pas passé par les catégories. Évidemment. Très, très difficile. Sauf qu'il faut faire une exception, comme tailler une place vraiment de taille dans des équipes comme le Bayern, comme le Manchester, qu'on sente qui était là après qu'on t'appelle. Alors, si vous voyez des équipes qui performent, le Maghreb, c'est leur chance. Tu ne peux pas aller en équipe nationale sans passer par les catégories. Mais nous, ici, ça ramasse à tout moment. Comme on brûle les étapes, en fait. On est à la personne. On ne brûle pas les étapes. C'est parce qu'il n'y a rien à la base, en fait. Ici, nos équipes nationales de catégories inférieures ont été tout le temps des trucs qui sont raccommodés, qui ne répondent sur rien de façon technique. Alors, l'équipe s'effrite aussitôt qu'elle sort de la compétition. Parce que moi, je sais qu'il y a eu des équipes nationales qui sont passées en junior, en cadet qui performent, mais après ça on ne retrouve plus personne. Alors si vous voyez dans cette sélection nationale peu de joueurs aujourd'hui qui sont passés par une catégorie inférieure de nos équipes nationales, je ne sais pas s'il y en a, à part je sais même pas s'il y en a. Donc c'est pour vous dire que c'est pas les mêmes configurations. Alors cette équipe gambienne, certes, il y a eu des problèmes liés aux problèmes financiers, aux problèmes logistiques. C'est tout à fait normal pour des pays. C'est que nous on a eu la chance qu'on n'est plus à cette étape. En Guinée aussi, il y avait un temps, on vivait les mêmes réalités, mais le niveau d'avancement sur la compréhension de la chose footballistique est tel qu'en Guinée, on n'a plus ce problème. Mais cela n'est pas un facteur qu'il faut s'appuyer pour qualifier la performance d'une équipe. Vous allez voir ça, c'est des facteurs subjectifs. Ça rentre en ordre aussitôt que l'argent sort, et puis les gens se reconcentrent sur l'essentiel, sur l'idéal. Alors moi, je me dis aujourd'hui aussi sur ces arguments liés aux primes, les arguments liés à la logistique de déplacement vers la Côte d'Ivoire ne sont pas des moyens à intégrer techniquement pour l'appréciation de l'équipe lors de cette CAN. C'est une équipe qui est là, que nous connaissons, qui sait décrocher quand il faut, parce que n'oubliez pas qu'ils se sont qualifiés dans des conditions très douloureuses contre le Congo-Brazzaville que vous connaissez, je ne peux pas revenir sur ça. Moi, je me dis qu'une équipe qui a cette mentalité, c'est une équipe à craindre. S'il faut prendre la victoire, s'il faut la prendre, il faut aller prendre la victoire s'il faut la prendre, il faut chercher le match s'il faut le chercher. Donc, c'est des équipes qui savent aller en fonction des objectifs qu'ils poursuivent dans un collectif où tu ne vois pas un joueur détaché, démarqué, c'est chacun qui joue pour chacun. Même l'entraîneur fait partie des 11 joueurs, lui-même il joue sur le sous. Donc moi je me dis que ce sont des équipes comme ça, qu'une nation
en a besoin, qui vraiment, c'est ce qu'on appelle jouer avec le cœur, gagner avec le cœur. Ouais, très Donc, bien. Vraiment, on retrouve ça avec l'équipe gambienne. Voilà, Boubacar Diobari, oui, Madame Ba, cette équipe de la Gambie, ça vous dit forcément, voilà, on estime que c'est le petit poussé de cette poule de la mort, effectivement. Et est-ce que vous, quand même, vous pensez que cette équipe pourra créer encore la sensation comme ça a été le cas en 2021? Oui, ça quand même, c'est une équipe qui surprend beaucoup. Surtout, côté dire que les primes là, c'est ce qui peut occasionner, dire mentalement ou autre chose. Ils sont déstabilisés? Non, je ne crois pas, ça ne peut pas les déstabiliser parce que déjà, ils ont mis la nation et leur patrie. Oui, mais à un moment quand même, hein, ils ont boudé même les entraînements. Vrai, parce que ça c'était une façon peut-être de mettre. C'est une manière d'alerter aussi les responsables. D'accord, de mettre la pression. Voilà, c'est vrai qu'on peut se battre pour la nation, mais parfois il faut forcément des accompagnements, sinon. Évidemment, ça peut pas marcher. Et aussi ils vivent de ça. Hein. Voilà, sinon ça peut pas marcher. D'accord. Là, côté déplacement où il y a eu quelques problèmes qui a été rapidement résolu, et puis côté prime, tout est ok. Je crois bien cela ne peut pas déstabiliser l'équipe. Il faut toujours craindre ces équipes pareilles. Parce que le plus souvent, c'est à la dernière minute. L'équipe que tu sous-estimes le plus, c'est ce qui peut créer, en tout cas, une différence au niveau au sein des équipes. Il faut éviter de sous-estimer une équipe. Moi, je ne sous-estime pas la Gambie. Je ne sous-estime pas la Gambie. J'ai confiance en eux et je sais bien qu'ils vont faire en sorte de faire quelque chose face au Sénégal. Face au Sénégal, la Guinée, le Cameroun et tout ça. Donc voilà. Et justement, on l'a vu, hein, on a compris justement. Est-ce qu'il y a quelques messages ou pas du tout? Voilà, pratiquement la connexion fait un peu défaut. Mais de toute façon, ça sera bien évidemment le premier match Gambie-Sénégal. Ça se jouera bien entendu le même jour, hein, le lundi prochain. Ça sera donc le match à suivre, bien évidemment. Ça sera le premier match de cette journée de lundi avec la Gambie qui jouera contre le Sénégal. Et puis ça sera à 14h. Et à 17h, la Guinée en découdra avec donc les Lions indomptables du Cameroun. Effectivement, on n'a pas parlé du Sénégal. Hein, voilà, le Sénégal qui sera le troisième adversaire du Sili national de Guinée. Donc dans cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, effectivement. Alors, je vais commencer par Moussa. Moussa, le Sénégal, quand même, hein, qui viendra avec beaucoup de confiance, qui est l'équipe tenante du titre, et chaque joueur a eu 8 millions de francs CFA comme prime et beaucoup d'argent, et puis avec des joueurs extrêmement expérimentés qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Alors, selon vous, est-ce que on peut dire d'ores et déjà que le Cameroun pourrait garder, conserver son titre de champion, même si ça fait 13 fois, hein, selon les statistiques, aucun pays champion d'Afrique n'a réussi à conserver le titre. Depuis le Cameroun, hein, depuis l'Égypte. Oui. Depuis l'Égypte qui avait remporté 3 titres de champion en 2006, 2008 et 2010. Aucune autre sélection n'a réussi à le faire depuis 2006. Hein. C'est l'Égypte qui a été la dernière nation à le faire. Certainement, le Sénégal vient pour enfin conserver son titre de champion. Certes, ça va se passer comme ça parce que avec cette autre motivation, le Sénégal qui a été champion pour la dernière édition précédente en 2021 du côté de Cameroun. C'est une équipe sénégalaise qui est très bien concoctée. Il y a des joueurs très expérimentés par rapport à la compétition qui déjà après être sacré champion d'Afrique va encore revenir pour cette 34e édition de la messe continentale avec l'objectif encore conserver son titre, jouer, avoir encore ce deuxième trophée, parce que c'est le premier trophée que le Sénégal a déjà remporté en 2021. Là, son nom est écrit dans l'annale du football africain. Et là, pour cette participation, le Sénégal encore revient avec force, parce qu'avec cette formation conduite par un certain capitaine Sadio Mané, qui déjà son message passe
Même s'il n'est pas le premier capitaine, hein, c'est Kalidou Koulibaly, même s'il n'est pas le premier capitaine, mais je pense que Sadio Mané il a une influence dans cette sélection. Dans la sélection sénégalaise. Justement. Aussi, il apporte. Parce que si on a de l'influence dans l'effectif, c'est que quelque part on apporte. Évidemment. Non seulement il peut passer, n'est-ce pas, des messages qui pourront permettre aux joueurs d'être dans son esprit, un esprit de combativité, se dire que oui, cette année aussi on est venu pour enfin remporter. Il a déjà lancé la mèche, hein, voilà. Donc, Sadio Mané, justement avant donc de bouger du côté du Sénégal, il a dit qu'il vient pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut craindre cette formation sénégalaise. Hein. Pas forcément, pas forcément. Quand vous regardez les statistiques depuis 2006, aucun pays, 2008, je crois, c'était, je crois, au Ghana, aucun pays n'a réussi donc à conserver son titre, pays organisateur. Donc, alors, Monsieur Debarry, pour vous, c'est toujours beau de remporter une compétition, mais c'est mieux aussi de la conserver. Oui, évidemment, mais moi je me dis que c'est pas évident. Parce que vous vous souviendrez que le Sénégal a arraché cette coupe au forceps. Ouais. Donc rien n'est prédestiné le Sénégal à prendre la coupe avant d'entamer la compétition. Évidemment. Et surtout, si vous êtes là un bon analyste, dites-vous qu'il y a le Maroc aussi qui est là, qui a beaucoup progressé. La Coupe du Monde passée nous a vraiment fait des illustrations à ce niveau. Et il ne faut pas minimiser aussi l'équipe égyptienne qui est réelle, qui est une équipe ancienne de la chose, qui sait se battre pour aller conquérir cela. Alors, ce qu'il faut saluer avec cette équipe sénégalaise, c'est cette stabilité au sein du collectif. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu 16 joueurs sur l'effectif qui était à la Coupe d'Afrique passée qu'on a reconduit aussi littéralement. Et nous avons vu tous ceux qui sont rentrés progressivement parmi cet effectif, c'est des joueurs qui vraiment ont beaucoup progressé ces 2 dernières années, tant en club, même si... Et c'est des joueurs qui parfois étaient sur le banc aussi, ils ont vraiment progressé. Alors, tout ça constitue des atouts pour espérer, mais je vous dis que cette Coupe d'Afrique a gagné tellement d'audience, a gagné tellement de valeur et d'importance pour les pays africains, que la surprise peut venir de partout. Aujourd'hui, nous analysons les équipes que nous connaissons et dont le profil nous maîtrisons, mais il y a toujours des équipes surprises dans cette Coupe d'Afrique, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas trop sous les projecteurs, mais qui peuvent venir créer de la surprise. Moi, je me dis que c'est tout à fait normal et légitime de revendiquer la conservation du titre, parce que les moyens, le potentiel, l'effectif est là, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Donc, c'est possible. Parce que c'est une équipe déjà qui a la culture de la combativité pour aller vers la vie. On a vu comment ils ont obtenu cette coupe l'année surpassée. Mais attendons de voir. Moi, je ne suis pas rassuré que cette coupe va retourner encore au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de grandes équipes qui, individuellement pris même, peuvent surprendre le Sénégal. Et aujourd'hui, la Guinée a battu le Nigeria en Coupe d'Afrique. Mais moi, je me dis aujourd'hui que ce Nigeria-là, c'est pas... Le Nigeria en match amical. En match amical, je me dis que le Nigeria que la Guinée a battu n'est pas ce Nigeria qui doit venir la Coupe d'Afrique. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, une équipe de Nigeria où leur avant-centre c'est l'un des meilleurs au monde. Du monde qui tire même l'équipe n'est pas là. Tu ne peux pas asseoir une analyse de l'équipe nigériane sur ça. Donc, voici un autre calibre aussi qu'il faut prendre très au sérieux. Alors peut-être que même cette défaite face à la Guinée va être un atout pour eux pour vraiment surprendre. Alors, il y a plein d'équipes sur lesquelles il faut compter aujourd'hui pour ce titre-là. Et en Afrique au sud du Sahara, et en Afrique du Maghreb, et en Afrique de l'Est, il y en a. Alors attendons de voir quelle est celle qui va s'illustrer après les phases de poule. Là. Parce que les vrais visages des équipes sortent seulement après les phases de poule. Le 8e de finale et les quarts de finale. Le premier tamissement, c'est déjà fait. On verra maintenant ce que ça va donner. Quoi. Très bien. En tout cas, la Confédération africaine de football a encore donné plus de valeur à cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, si c'était en 2019, c'était 4 millions de dollars pour le vainqueur. Puis en 2021, c'est
5 millions de dollars et aujourd'hui 7 millions de dollars pour le vainqueur. Donc je pense que c'est donner encore de la valeur à cette Coupe d'Afrique des Nations qui va être forcément l'une des meilleures compétitions, en tout cas selon le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui estime que ça sera la meilleure organisation, la meilleure Coupe d'Afrique des Nations, vu que déjà il y a toutes les grandes nations, tous les tenants du titre sont déjà donc à cette phase finale de la 34e édition. On verra ce que ça va donner. Oui, le Sénégal, c'est que tu voilà, supportrice du Sénégal, non? Ben d'accord. Alors. Moi, je suis supportrice du Sili national. Ah, du Sili national. Ok, bah le Sénégal alors. Le Sénégal alors. Est-ce que le Sénégal pourra la même question quoi. Est-ce que le Sénégal pourra conserver le titre? C'est possible qu'il conserve le titre. Ah bon? C'est possible, oui. Wow. Vous savez, avec les Lions de la Teranga, il y a quelque chose qui les anime. C'est cet esprit d'équipe en fait. Ouais. Il y a la cohésion, surtout l'entente entre les joueurs. C'est ce qui nous manque parfois ici. Parce que nous, le plus souvent, quand il y a un match, il faut forcément décrocher des joueurs pour venir. On n'a pas une équipe type. Il faut dire, s'il y a un match aujourd'hui, le prochain, il faut forcément envoyer la même équipe. C'est ce qu'on n'a pas. Mais avec les Sénégalais, c'est le contraire. Ouais. C'est la continuité en fait. Voilà, c'est la continuité. Et puis, ils s'entendent très bien. Et puis, si ils disent qu'ils viennent conserver leur titre, je ne peux pas dire le contraire. En tout cas, ils vont se donner à fond. Je crois très bien qu'ils vont tout faire pour conserver le titre quand même. Bien, voilà, donc vous le savez très bien, hein, le Sili national jouera. Et aussi, hein, on a Soge Sport qui sponsorise le rendez-vous de la CAN, où depuis le début, hein, nos émissions, vous voulez des jolis maillots, vous voulez en tout cas supporter le Sili national, vous voyez les maillots sur le petit écran, achetez les maillots pour tout simplement supporter donc notre 11 national. Effectivement, il faut, vous voyez déjà les numéros sur lesquels les numéros donc sur lesquels vous pouvez donc appeler. C'est disponible aussi hein, sur notre siège ici à Africa Sport à Petit Simbaya. Vous pouvez donc nous appeler au 622 38 04 32 626 10 99 99. La prochaine fois on va faire des jeux, le quiz. Ça va intervenir justement dans cette émission. Effectivement, on va vous poser des questions, vous allez répondre et puis si vous gagnez, vous partirez donc avec un maillot de Soge Sport. Hein, ça fait plaisir. Non, allez, tentez votre chance, ça sera sûrement à partir de demain, puisque nous, chaque midi, nous serons là pour vous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi supporter cette équipe nationale, c'est sauvegarder l'honneur et le prestige de notre pays, la Guinée, effectivement, avec ces jolis maillots. Vous avez toutes les couleurs, hein, voilà. Moi, j'aime bien la couleur... c'est pas quelle couleur, déjà, Madame Ba? La couleur blanche, ouais, justement. Mais le mec, il a refusé carrément de me donner un maillot couleur blanche, quoi. Mais ok, il n'y a pas de problème. J'irai le voir tout à l'heure, après l'émission. Voilà, il y a aussi cette couleur. Non. L'autre couleur blanche. Oh non, c'est pas le vert. Allez. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a le rouge aussi. Il a peur. Voilà, cette couleur-là aussi. Moi, j'en ai. Ah, tu en as cette couleur? Ah oui, moi j'en ai l'autre là. Ouais, bon, j'ai tout fait pour qu'il me donne cette couleur là, il a refusé carrément. Ouais, le rouge aussi, c'est pas mal. Hein. Moi j'aime la couleur rouge. Ah, la rouge. La couleur rouge. Ouais. Ah ben c'est parfait. Oh, monsieur Barry. Oui, moi je me dis qu'il y a seulement deux couleurs qui s'identifient aux couleurs du Sili ici. Ok, c'est le rouge. C'est la couleur, le rouge et le blanc. Ouais. Donc, à part ces deux-là, moi je pense qu'on voit plus le Nigeria, on voit plus le Sénégal. Ouais. Mais moi je me dis que c'est déjà bon, il faut avoir peut-être des couleurs plus authentiques qui teintent beaucoup plus à l'originalité guinéenne, mais la couleur rouge et la couleur blanche sont les couleurs qui vraiment font la marque adaptée du Sili national. Parce que quand vous prenez par exemple le vert, on s'identifie plus au Sénégal quand même, ou le Mali, ou même le Cameroun. Le jaune là, c'est plus le Mali qui nous amène le reflet les Maliens. Donc moi je me dis que faut beaucoup centrer ces designs sur la couleur blanche et la couleur rouge. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui marque vraiment l'originalité guinéenne. Maintenant, s'il faut faire accompagner ça par des éléments africains comme vous avez vu, ce que le Lépi a eu comme marque, il va falloir que les designers pensent parfois à introduire ces originalités là-dedans. Sur les maillots.
ça ramène plus à l'originalité guinéenne par rapport à la culture et beaucoup de choses. Moi, je me dis aujourd'hui que les maillots guinéens doivent vraiment avoir reflété. Vous avez vu combien de fois le Lépi là a pris le dessus du point de vue communication pour les équipes qui. Donc moi je me dis aujourd'hui il faut en faire vraiment un fond d'identité et travailler là-dessus. Ça c'est le travail des spécialistes en design. Moi je me dis peut-être des maillots qui intègrent ces tendances auront beaucoup plus d'identité guinéenne que d'autres maillots, quelle que soit l'esthétique. Voilà, justement, Soge Sport qui sponsorise nos différentes productions depuis quelques mois maintenant. En tout cas, si vous voulez en avoir les maillots du Sili, on peut revoir encore les designs, les maillots justement Alassane, pour donc dire tout simplement à nos internautes, si ils veulent justement ces maillots, ils peuvent appeler sur les 2 numéros déjà affichés à l'écran. Ils peuvent venir au niveau d'Africa Sport à Petit Simbaya justement pour s'approvisionner, pour supporter donc le Sili national de Guinée, des belles couleurs. Vous en avez déjà vu et nous on aura le plaisir en tout cas de vous les donner soit en quiz ou peut-être vous les acheter aussi. Vous imaginez ainsi les bandeaux du cou, des bras étaient faits en lépi, en fidi, en tendeli, quelque chose. Oui, ça peut changer, ça peut changer avec Soge puisqu'ils nous suivent, parce qu'ils nous suivent justement, ils peuvent améliorer. Ça ne sera pas encore une première. Je me souviendrai que l'AS Kaloum, vers les années 2016, ont tenté de vraiment concevoir des maillots de Kaloum qui vraiment viraient à la Guinéenne, qui a été très apprécié, mais la communication n'a pas suivi aussitôt et puis c'est pas la même dimension que si c'est le Sili. D'accord, très bien. Donc, vous pouvez nous appeler, vous avez vu les numéros, vous pouvez donc venir s'approvisionner. Soge Sport, en tout cas, ça, ce sont des suggestions. Hein. On n'est pas en train de critiquer les maillots, pas du tout, hein, mais chacun peut donner son appréciation, son observation par rapport à la chose. Son goût. Le goût. Voilà, le goût, voilà, justement, chacun a son goût, justement. Ça donc, c'est une façon. Avec une critique négative. Non, pas du tout, pas du tout. On ne critique pas du tout. C'est juste, chacun donne son avis sur la chose. Donc, ça leur permet aussi d'améliorer, justement, leur maillot, le design et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, vous l'avez compris, justement, nous allons peut-être discuter d'un dernier sujet. Ça concerne la globalité de la compétition, Monsieur Barry, la Coupe d'Afrique des Nations avec 24 nations participantes pour cette édition. C'est la 3e édition où il y a 24 éditions depuis 2019. Déjà, on s'en souvient côté de l'Égypte. Et selon vous, quand vous prenez dans la globalité, quelle est l'équipe favorite? Une seule équipe pour vous? Je prends le Maroc. Le Maroc, waouh. Le Maroc, c'est quand même une équipe compacte qui a réussi justement à faire des misères, hein, même à nos amis portugais, hein, voilà, lors de la Coupe du Monde, qui a éliminé toutes les grandes nations européennes lors de la Coupe du Monde 2022. Alors pourquoi le Maroc? Oui, pour tout. Aujourd'hui, il ne faut pas se perdre de vue. Le Maroc est de loin l'équipe africaine qui a performé en Coupe du Monde. On a vu ce qu'ils ont fait et surtout c'est une équipe qui fait objet de beaucoup d'attention par les autorités marocaines et aujourd'hui c'est cette équipe aussi qui vraiment incarne cette originalité. On voit pratiquement de bout en bout et c'est du Maroc qui est derrière, donc moi je me dis que de l'entraîneur, de tout, donc aujourd'hui moi ça ne me fait pas vraiment de fierté de voir un entraîneur guinéen derrière. On voit plein comme on voit la Guinée ici. Pour cela, il faut saluer aussi le Sénégal, même si par endroits, ils aussi mélangent un peu le staff. Mais il faudrait que l'autre côté qu'on va concevoir la chose, lutter en Afrique ici, c'est cette africanisation des staffs. C'est vrai, on a réussi à africaniser les têtes de sélection, les sélectionneurs, mais il faudrait que les staffs s'africanisent parce que... Pour que ça soit seulement des Africains. Le football se professionnalise. C'est en ça seulement on peut évaluer le degré de professionnalisation du football en Afrique. Oui, mais parfois, est-ce qu'il n'y a pas certains aspects techniques, c'est-à-dire quand vous prenez les kinés, certains préparateurs, que ce soit physique ou mental ou vidéo, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont capables vraiment de jouer ce rôle-là en Afrique, c'est-à-dire des vrais Africains? Oui, au Maroc, il y en a.
D'accord. Non, ce que je dis, c'est justement, mais est-ce que je parle en Afrique au sud du Sahara? Moi, je pense que à partir du moment où une discipline, une science est sortie depuis plus de 10 ans en activité, en pratique, on n'aura pas raison de dire qu'on n'est pas capable, une nation, un pays, une équipe nationale, d'avoir des spécialistes en la matière au niveau local. Il faut travailler pour ça. Aujourd'hui, la Guinée a une culture de médecins sportifs de plus de 50 ans. Ouais. On a eu notre première association de médecins sportifs. C'est dans ça où on puise les kinés. Donc, certes, elle n'est pas professionnelle par rapport au Maroc, par exemple, aux autres, mais ça existe. Donc, pour nous permettre de mieux professionnaliser, c'est notre façon aussi d'aider à mieux ancrer la professionnalisation dans le système des staffs. Parce qu'aujourd'hui, si c'est des Guinéens seulement qui sont des staffs dans des équipes nationales, dans des clubs et autres, ça veut dire qu'il y a une masse critique très importante de professionnels dans le football qui sont guinéens et qui pourront vivre de ça d'ailleurs et qui va encore prendre plus d'attention sur la continuité de la formation. Parce que c'est une stratégie pour encore mieux outiller les nationaux dans des disciplines d'accompagnement de la profession. Alors, moi, je me dis que si vous voyez le staff de Kaba, à part ceux qui portent les sacs, à part ceux qui floquent les maillots, tous ceux qui occupent des travaux primaires techniques ne sont pas des Guinéens. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Ceux qui sont au boulot, les porteurs des sacs, intendants et autres, c'est des Guinéens, mais les médecins, les kinés, les analyses vidéo. Pourquoi pas réfléchir à vraiment instituer ça? C'est vrai, ça n'existe pas. Mais moi, je me rappelle, en 2016, j'étais intendant au CENI local. C'est là où j'ai commencé à voir la première séance d'analyse vidéo avec l'AP Bangoura. 2016, maintenant, ça fait 8 ans, 9 ans. Mais on ne trouve personne en Guinée qui est vraiment orienté et encadré par les autorités ou de façon volontaire vers le métier d'analyse vidéo. Alors, cependant, il est devenu tellement déterminant que aujourd'hui, ça ne peut pas aller sans ça. Alors, moi, je me dis, les kinésithérapeutes, c'est une discipline, c'est une science, faut l'adapter. Depuis 1995, c'est ce blanc qui est finalement affiné à Aura, doyen de 70 ans, Berberek ou quelque chose de comme ça, qui était là. Mais on ne voit jusqu'à présent pas de kinés guinéens qui peuvent vraiment rivaliser. Il faut appeler les gens là où il y a l'effort physique, mais dans la technique même de récupération, dans la technique scientifique du métier de kinésithérapeute, il n'y en a pas. Alors pourquoi? Moi, je me dis qu'on n'a pas raison. Dès que nous savons qu'à l'horizon, ça doit faire l'objet d'un besoin futur, il faudrait que les autorités aient cette capacité d'anticipation pour vraiment former des Guinéens, des nationaux, pour que nous sortons de ce complexe. Parce que c'est vraiment gênant de voir un staff où vraiment c'est les autres seulement. C'est par orgueil, on met un Kaba Diawara devant, mais c'est pas lui qui en fait travaille. Bien, c'est pas lui qui travaille, effectivement. Oui, et Moussa, quelle équipe pour vous remportera cette Coupe d'Afrique des Nations? On n'est pas des marabouts, on n'est non plus des féticheurs. Ben, on peut quand même, à travers l'observation que nous faisons, dire que quelle va être peut-être l'équipe qui va s'approcher de cette coupe. Je suis guinéen, mais je pointe du doigt, n'est-ce pas, au Maroc. Au Maroc, oui. Vu la prestation pendant la Coupe du Monde. Après. Mais c'est différent, hein. Les contextes sont très différents. Les contextes sont très différents. C'est la Coupe du Monde. Et la CAN, c'est des compétitions diamétralement différentes, en fait. Voilà. Oui, je sais. Pourquoi je dis cela? Parce que déjà, en 2025, le Maroc se prépare pour abriter la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vu que le Maroc, aujourd'hui, en termes d'infrastructure sportive, le Maroc dépasse, je pense, pratiquement toute l'Afrique. Voilà. Peut-être s'approcher, ou peut-être c'est l'Afrique du Sud qui pourra l'approcher. Voilà. Donc, chaque année, le Maroc produit quand même des joueurs sur le plan international. Le championnat, ça donne beaucoup, ça produit aussi, n'est-ce pas, des joueurs qui quittent la deuxième étape pour remonter dans l'équipe première. Je pense qu'avec cet esprit-là, avec cette expérience, le Maroc, pour cette édition, pourra quand même se titiller, n'est-ce pas, aux autres équipes, parce que les équipes aussi vont craindre le Maroc, vu
la dernière prestation. Ouais, mais c'est justement, c'est là le bas blesse. Voilà. Parce que déjà, le Maroc sera attendu de pied ferme. Justement. Tout le monde dira, oui, c'est l'équipe favorite de la compétition, vu sa performance à la Coupe du Monde du côté de Qatar. Ouais. Donc, c'est que ça ne va pas être simple comme nous le pensons. Oui. Voilà. Donc, pour moi, ça va être compliqué. Et puis, je partage l'idée de Doyen qui a parlé tout à l'heure de former les médecins pour les kinés, entre autres. Je pense que l'État doit avoir une politique par rapport à ça. Ouais. Les métiers d'appui. Ouais. La fédération. C'est la fédération qui monte des projets par rapport à ça. La fédération monte des projets par rencontrer le ministre, n'est-ce pas, du tutelle pour enfin mettre le projet à l'approbation, n'est-ce pas, du ministère des Sports. Et là, moi, je pense que l'État pourra accompagner le projet. Ouais, mais c'est compliqué, hein, Moussa, justement, parce que on a même vu avec la licence CAF, justement, ça a traîné pour la formation des entraîneurs, ça a traîné pendant plusieurs années avant que ça n'ait lieu, je crois, en 2023. Il faut accompagner ces projets-là. C'est très important. Il faut accompagner ces projets. Il faudrait pas qu'à chaque instant, on cherche quelques personnes ailleurs pour les faire venir au sein de l'équipe nationale, alors qu'il y a les gens... Non, même pas seulement à l'équipe nationale, parce que même les clubs, il y a ces clubs, je pense que De Bar ne me dit pas le contraire, il y a quand même des clubs qui n'ont pas des kinésithérapeutes. Voilà. Il y a des clubs qui ne sont pas bien structurés, justement, concernant leur staff technique. Ils sont dépourvus de certains techniciens qui doivent forcément être dans le staff quand même, mais ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaye de généraliser, à dire de faire de telle sorte que chaque club ait quand même des personnes qui sont capables vraiment de jouer des rôles qui sont les siens. Oui. Voilà. Alors, peut-être. Oui, moi je me dis que je fais juste un rappel, mais ça c'est pas un rôle qui est spécifiquement dévolu aux fédérations. C'est une interpellation que j'ai à faire, mais une fois de plus encore, c'est au ministère des Sports de mettre en place une politique nationale de développement du sport qui intégrera la politique de formation. La formation, c'est pas, on ne doit pas abandonner la formation dans les mains des fédérations. Elles n'ont pas ni les moyens, ni les capacités, ni la légalité de mettre en place des politiques cohérentes de formation. Ça revient au ministère. Dans les autres pays, c'est comme ça. C'est l'État qui évalue les besoins, qui dit qu'on a besoin pour tel nombre de faire les statistiques, former, mettre le cadre de formation et former, mettre à la disposition des animateurs. Si vous voyez aujourd'hui une analyse toute bête, il y a 10 ans, le métier, ou 15 ans, le métier de journaliste n'était pas prisé, c'est des sociologues. Mais depuis qu'il y a eu l'école, l'institut en journalisme en Guinée, aujourd'hui le marché est inondé de journalistes. Il y a des qualités qui sortent, il y a des moyennes qualités, des grandes qualités, mais il y a des journalistes quand même à disposition. Ceux qui veulent se surformer, se performer, se performent. Donc, la Guinée n'a plus ce besoin de la main-d'œuvre en matière de journalisme parce qu'il y en a à quantité. Alors, dans toutes les disciplines, c'est le rôle de l'État. Voir aujourd'hui, il y a ce besoin, organiser le cadre, mettre le système pédagogique, former et mettre à disposition. Ceux qui, par la force des choses, pourront se distinguer, vont se démarquer. Évidemment. Mais il faudrait qu'il y ait la possibilité de se former. Mais même si tu veux faire le métier de formation de métier, nul ne sait le prérequis. Tout le monde forme. Tout le monde est formé. Personne n'est formé. Donc, on ne sait même plus. Même les licences CAF, c'est qu'on dise, c'est des diplômes non suivis. Ça est là, c'est fait, c'est donné, mais on ne sait pas qui a appris, qui n'a pas appris, qui l'utilise. Donc, on doit en finir avec ça. Si on veut être vraiment une nation sérieuse en matière de gestion et de développement du sport de manière générale et du football de manière particulière. J'ai juste fait une interpellation, mais une fois de plus aussi, il ne relève pas aux fédérations réellement de bâtir cette politique. Il ne faut pas les accuser. C'est au ministère des Sports, c'est à l'État de mettre le cadre. Parce que s'il faut former, c'est dans les écoles, il faut former des kinésithérapeutes. Une fédération ne peut pas mettre en place une école. La fédération peut faire des trucs de renforcement des capacités, mais une école avec tout le système pédagogique ici, avec tout le personnel, toute la logistique ici, c'est l'État. Alors moi, je me dis qu'aujourd'hui, dans toutes ces disciplines, il y a des écoles, mais peut-être c'est des systèmes pédagogiques, des spécialisations, il y a beaucoup d'écoles de santé, il y a beaucoup d'écoles de médecine, mais est-ce que la filière est prise en compte à l'intérieur? Il y a des instituts. Alors rien n'est au hasard, quoi. Même dans la gestion
du sport aujourd'hui. La preuve en est que ceux qui ont mis des instituts de management du sport ont eu raison, parce que tous ceux qui gèrent à la FIFA sont des gens qui sont sortis des grandes écoles de management du sport. Et d'ailleurs, le cas spécifique de la FIFA, sont en train de centrer ça, il faut avoir le master FIFA pour prétendre avoir un poste à la FIFA. Donc c'est pour dire qu'ils ont compris, si tu n'es pas formé, tu ne peux pas apporter. Évidemment. Très bien dit, hein, Boubacar de Barry, pour cette expertise. Nous allons peut-être terminer l'émission pour parler de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ça devait être en Guinée. Voilà, malheureusement, on s'est couché et puis la Côte d'Ivoire doit l'organiser justement à partir d'aujourd'hui. Ça sera la cérémonie d'ouverture qui prendra 30 minutes tout simplement et donc dans la foulée, le match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, pardon. Voilà, ce sont des pays voisins, voilà, Gambie, Guinée-Bissau, Sénégal, voilà, ce sont des pays. Alors, on va juste peut-être se dire que c'est une compétition bien. Apparemment, hein, on n'a pas encore vu, mais dans la tête, on se dit que ça va être une meilleure organisation, Madame Ba. Ça va être quand même une meilleure organisation, surtout quand on voit la manière dont les choses se déroulent actuellement. On ne voit que des bouts d'images pour l'organisation. Imaginez qu'on voit réellement ce qui se passe. Par exemple, ce soir, on va voir réellement ce qui se passe autour du stade équipé de Alassane Ouattara. Mais côté organisation, quand même, si le fait qu'on n'a pas pu l'organiser chez nous ici, je comprends un peu la situation, mais ça allait être un peu compliqué. Parce que pour organiser un tel, disons, événement, il faut forcément qu'il y ait des infrastructures qui est à notre disposition et c'est ce qui nous manque. Quand on commence à citer, ça va même pas finir. Là, en tout cas, côté organisation, ce que j'ai vu, selon les informations ou les médias, en tout cas, l'organisation, quand même, ça sera quand même une canne, disons. Ouais, une autre quand même qui sera réussie. Ouais, on verra justement. On sait quand même que la Guinée devrait l'organiser. Et je crois il y a eu 2019, après il y a eu de report en report. Finalement, on nous a amené en 2025. Si les choses ne changent pas, ce sera toujours des reports. Voilà, donc en 2025, finalement, on nous a retiré la compétition comme ça. Et puis finalement, bon, on s'est dit, bon, on va faire des infrastructures. Malgré qu'on a été, on nous a retiré la canne. Mais pour l'instant, quand même, ça travaille du côté du stade de Nongo. Et il y a le stade qui est en train de... À quand ça va finir. Et le stade du 28 septembre aussi. C'est toujours en cours. Toujours en cours. Mais ça travaille de toute façon. La date du départ du travail, le plus souvent, on le dit. Mais quand ça doit finir. Mais ça travaille en ce moment, ou pas du tout? Disons, ça fait longtemps que je n'ai pas été là-bas, mais... du côté de Nongo, je peux dire un peu. Ça évolue. Pas tellement que ça, parce que quand le boulot évolue là-bas, forcément tu vas voir des choses, parce que l'accès à l'intérieur, c'est pas aussi, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Dedans. Parce que parfois, même quand on voit les gens devant la cour, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Et si tu n'es pas à l'intérieur, tu peux pas voir exactement ce qui se passe avec le boulot. On peut pas directement dire que ça évolue. Voilà, d'accord. Monsieur Barry, justement pour terminer, cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, pour vous, ça sent bon? C'est une organisation qui s'annonce vraiment grandiose. Oui, effectivement, il ne faut pas être surpris. Hein, pour ceux qui connaissent bien, qui ont un peu fait la Côte d'Ivoire, savent qu'aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, c'est le pays le plus en avance en matière de communication, d'infrastructure. Pas d'infrastructure, même de visibilité, en matière de mobilisation. D'accord. La Côte d'Ivoire, tout ce qui est question de mobilisation, a vraiment une dimension très très déterminante, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive. Aujourd'hui, les plus grands concerts en Afrique s'organisent en Côte d'Ivoire, donc il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis c'est un pays qui a vraiment su se mettre dans la valorisation du local. Donc aujourd'hui, c'est seulement au niveau culturel, c'est le culturel ivoirien qui va au-delà des frontières. Vous avez vu la musique, vous avez vu même le style vestimentaire, vous avez vu même l'aliment, tout ce qui est... Ils ont cerné ce secret de pouvoir transcender les frontières ivoiriennes avec ce qu'ils ont du local. Donc ça veut dire qu'ils ont cette culture de vendre ce qu'ils ont.
Alors, et en matière de mobilisation populaire, ils sont encore les meilleurs en Afrique. On se souviendra que des événements à dimension politique, vous avez vu comment ça mobilise en Côte d'Ivoire, à dimension culturelle, comment ça mobilise. Donc, moi, je me dis, du point de vue organisation, parce que l'organisation veut dire la mobilisation, alors, nous allons vivre une bonne CAN, avec tout ce qui pourra être intégré en termes de l'originalité africaine, de l'originalité ivoirienne. Ils savent vraiment mettre ça à la place publique et vendre. Et sur ce, en matière de communication, en matière de visibilité, il faut se dire la vérité, la Côte d'Ivoire est nettement en avance sur les pays de la sous-région. Alors, tout ça l'a combiné avec cette volonté qu'on voit l'État afficher pour l'organisation de cette CAN. Moi, je me dis que ça va être une surprise si la CAN ne réussit pas du point de vue organisationnel, parce que toutes les dispositions sont prises par rapport à ça. L'organisation n'est pas que le côté sportif, c'est les commodités qui accompagnent. Parce que pour que les dossiers soient validés, il faut le côté sanitaire, le côté infrastructurel, le côté hôtelier. Tout ça là est pris en compte. Mais moi, je me dis aujourd'hui, pour celui qui connaît Côte d'Ivoire, qui a eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas aujourd'hui ce problème. Alors, ils ont déjà la volonté d'organiser, venir trouver qu'il y a tout ça. Il se souviendra que les ponts sont encore inaugurés. Tout ça là constitue du Made in Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de vendre. Alors, tu peux tout reprocher, mais je pense que peut-être le terrain peut être imbibé de l'eau, mais les parties culturelles, organisationnelles, festifs, les parties festives qui accompagneront cet événement vont être vraiment à dimension planétaire. Bien, voilà, en tout cas, on a vu, hein, vous parlez des pelouses. Justement, les pelouses, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y a un problème de pelouse, les Ivoiriens n'ont pas lésiné sur les moyens, ils ont recruté un jardinier algérien qui est l'un des meilleurs, justement, qui est l'un des meilleurs jardiniers, pour ne pas même dire à travers le monde, qu'ils ont recruté. C'est lui qui travaille sur les pelouses. Donc, on a vu un match Côte d'Ivoire, je crois, Mali ou Lesotho comme ça. Il y a eu des problèmes au stade Ebimbe et cela a été résolu aujourd'hui. En tout cas, ce problème ne se pose pas. On verra justement quel va être l'état des pelouses, justement. Le match d'aujourd'hui, ça sera entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de la Guinée-Bissau. Je pense qu'on en a parlé. On reviendra justement sur ce programme. Ça sera justement demain. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, ça se jouera donc aujourd'hui à 20h, juste après la cérémonie d'ouverture. Et demain, 14 janvier, vous aurez l'opportunité de voir les visuels très prochainement sur le petit écran. On va se contenter de ça. Dimanche, donc 14 février, il y aura 3 matchs. Nigeria, Guinée équatoriale, ça sera à 14h GMT. Égypte, Mozambique, Ghana, Cap-Vert. Voilà. Et puis nous reviendrons donc demain sur ces matchs donc avant le coup d'envoi, et nous allons revenir sur les petits secrets des entraîneurs, et avec notre envoyé spécial Amidou Kipola Bangoura, qui est déjà du côté de la Côte d'Ivoire, donnera beaucoup plus de détails concernant bien évidemment cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous arrivons au terme de cette émission, hein, messieurs. Ça a été un plaisir, hein, monsieur Barry, comme toujours. Hein. Un grand plaisir. Votre expertise, ça nous enchante, mon cher ami. C'est un plaisir, comme je l'ai tout le temps dit. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci on se reprend demain. Avec plaisir voilà. Aussi. Merci Moussa. Merci. Ça a été un plaisir aussi. Franchement, un plaisir. Voilà. J'ai pu quand même avoir un doyen sur ce plateau. Déjà donné des informations importantes. Ouais. Et moi, j'en ai profité. Voilà, merci, on a tous profité. À chaque fois, c'est une école. Hein, voilà. Il est jeune, mais c'est une école. Ouais, justement, ancien secrétaire général de la fédération. Il connaît des choses, justement. Merci beaucoup, Madame Ba. On espère être là tout au long de la CAN. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Et merci donc aux frères Jimo pour la réalisation de cette émission. À Lucien et Alassane Baldé. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir au compte de ce premier numéro. Rendez-vous de la CAN. Nous serons là encore demain à partir de midi pour vous plonger, bien évidemment, dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci et à très bientôt.